Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pater Munire. Aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu des sentiers historiques pour s'intéresser à ceux du fictionnel. Ce que je vous propose en fait, c'est un nouveau style de vidéo, une nouvelle série si on veut, qu'on va appeler Architecture et Fiction. Le principe est simple, prendre un monument, un ensemble, voire une ville, et la traiter comme un monument historique, sans pour autant chercher à la comparer forcément à un truc qui aurait déjà existé. Mais enfin, comme un exemple vaut mieux que de longs discours, on va commencer tout de suite ce premier épisode d'Architecture et Fiction, avec un élément tiré du Seigneur des Anneaux, le gouffre de Helm. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'univers de Tolkien, Oh le ringard! on va expliquer rapidement le sujet. Le gouffre, ou la gorge de Helm, se situe au Rohan, un des royaumes de la Terre du Milieu, réputé notamment pour ses redoutables cavaliers. Il s'agit d'une vallée naturellement protégée par la montagne, et dans laquelle se dresse la forteresse de la Ferté-au-Corps, ou Fort-le-Corps. Au moment où se déroule l'intrigue du Seigneur des Anneaux, cette forteresse a pour principal but d'être un point de repli, de refuge de la population du Rohan en cas de grave danger. Autant dire que c'est pas de la petite forteresse. Son gros avantage, c'est surtout que, adossée à la montagne, elle donne accès à d'immenses cavernes qui permettent de contenir un nombre très important de personnes. C'est cette forteresse, ce Fort-le-Corps, qui va nous intéresser. Oui, parce que j'ai mis le gouffre de Helm, je sais c'est pas précis, mais au moins j'étais sûr que tout le monde allait voir de quoi j'allais parler. Alors qu'avec la Ferté-au-Corps, j'avais une chance sur deux pour qu'on croie que j'allais parler d'un village paumé en pleine cambrousse. Elle est surtout connue pour la grosse bataille qui a lieu dans le second opus du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, je vais en décevoir direct certains, mais on va s'intéresser à la version du film et pas du livre. Question visuelle, voyez. Parce qu'avec le livre, soit je dessinais pour illustrer mon propos, mais j'ai encore un niveau CP en crayonnage, soit je vous mettais directement des photos des passages du livre, ça risquait d'être un peu chiant. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. C'est donc parti pour la description de la forteresse du film. Désolé les puristes. Non, je déconne, on s'en fout. Alors, comme je le disais il n'y a pas trop très longtemps, le fort est construit dans le fond d'une vallée adossée à la montagne. Enfin, c'est même pire que ça, il est construit en partie directement dans la montagne. Running gag, comme les cavernes dont on a parlé, mais également certains bâtiments de la haute cour. C'est taillé dans la roche, c'est du boulot soigné. Il est également approvisionné par une source d'eau descendant directement de la montagne, ce qui est plutôt cool en cas de siège. Les arcs et les voûtes de la forteresse, en superbe pierre de taille, font penser à un style roman. Pour la description, on va faire un petit peu comme le crack, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord la basse-cour, puis la haute-cour, puis enfin ce qu'on peut appeler grossièrement le réduit, histoire de donner un nom. Et vu que je suis mignon, je vous ai même fait un petit schéma. Pour la basse-cour, ça va aller assez vite. Elle se situe sur le côté gauche de la forteresse en longueur. C'est une sorte de grande zone dégagée apte à recevoir le campement des habitants venus ici pour se réfugier. Le camping municipal, quoi. À ceci près que là, les élus locaux devaient avoir peur des jeunes en mobilette parce qu'ils ont fait bâtir un mur bien balèze en avant pour protéger la basse-cour. Oui, parce que derrière, c'est carrément la montagne qui sert de muraille. Que dire de plus? Le mur, fait à vue de pif 4 mètres d'épaisseur, possède une unique tour, bien pas centrée du tout, des meurtrières et une canonnière. What? Non, mais on est d'accord, vous la voyez aussi, hein? Bon, bah, on va supposer que les gars, ils avaient un seul canon. Du coup, on a fait une seule canonnière. Et puis, entre-temps, bah, ils l'ont perdu. Ah oui, dernier détail, le mur possède des créneaux fendus de meurtrière. C'est bien. Sauf que normalement, il faut pouvoir se planquer derrière. Du coup, là, ça perd un peu de son intérêt. Et... attendez. Ah mais non, on peut planquer Gimli. Non, oubliez ce que j'ai dit, c'est un rempart pour les nains, ça tient debout. La basse et la haute cour communiquent en plusieurs points, faisant le lien entre les deux cours, qu'on verra un petit peu plus loin. La haute cour est un peu spéciale. Elle est elle-même composée de deux enceintes concentriques reliées de part et d'autre à la montagne. On va voir de l'extérieur vers l'intérieur. Tout d'abord, l'accès. Pour le coup, c'est plutôt cossu. On a carrément une rampe d'accès maçonnée qui raccroche à l'enceinte extérieure. Non, là, faut avouer, c'est classe. Surtout qu'elle est complétée à son extrémité par un châtelet d'entrée, intégré à l'enceinte extérieure et protégeant l'accès à la haute cour. Les tours sont dotées de terrasses à leur sommet, reliées au chemin de ronde de l'enceinte, et elles possèdent des meurtrières. La porte est elle-même en bois, et à défaut d'avoir une herse, elle est renforcée sur sa partie basse par une plaque en métal.
Elle est également dotée de sortes de hourres en bois, avec des planches qui se basculent pour pouvoir balancer les projectiles et protéger la porte en avant. L'enceinte extérieure est assez simple. Un chemin de ronde assez large et relativement peu de meurtrières. Un de ses avantages, c'est d'avoir à son pied un fruit et des roches, ce qui rend l'approche, l'escalade ou le sabotage quasiment impossible. Entre les deux enceintes, on a une étroite ruelle qui monte, qui passe sous le rempart intérieur et donne accès à la cour intérieure. L'enceinte intérieure pour finir. Son rempart est relié à celui extérieur par une passerelle maçonnée. Elle est dotée de 2 tourelles échauguettes, on ne sait pas trop ce que c'est, construites sur contrefort, dont celle de droite sert apparemment de poste de commandement. Bien explosé au tir, l'endroit parfait quoi. Enfin, derrière le rempart, on a une terrasse donnant accès à un escalier, lui-même donnant accès au, on va dire, donjon. On va comprendre là-dedans les salles creusées dans la roche et la grande tour en pointe. Au cours de la bataille, c'est l'endroit qui sert de dernier refuge, de dernier élément défensif dans ce système organisé en profondeur qu'est la haute cour. Donc ça sert carrément de rôle de donjon. Et ouais, je me justifie comme je peux. Et je fais ce que je veux. Je suppose que vous vous trouvez particulièrement malin. On va passer sur l'armurerie qui semble se situer au niveau du sol pour s'intéresser directement à la grande salle au niveau supérieur. Ce qui est remarquable dans un premier temps, c'est la galerie juste devant cette salle, avec ses grandes baies et colonnades, qui est d'ailleurs l'unique accès pour la grande salle. Ça me fait penser, dans des proportions différentes, à la galerie du Crac des Chevaliers. Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on comparait pas avec des monuments existants. Ah bah Mike, excusez-moi, les ramasse-merde. Comme si j'avais rien dit. Donc, au fond de cette galerie, on a une porte qui donne accès à la grande salle, l'endroit où le roi et ses conseillers se réunissent pour prendre les décisions. Bien que creusée dans la roche, elle arrive à être assez éclairée grâce à des baies et des fenêtres qui sont creusées sur 2 de ses côtés. Et, au vu de la fin de la bataille, où les soldats sont confinés dans cette pièce, il semblerait qu'elle soit le seul point d'accès vers les cavernes où la population est réfugiée. Et pour finir avec la description, on a la grande tour en pointe sur le côté de la grande salle, qui semble servir de tour de guet. En effet, elle n'est pas du tout assez large pour pouvoir accueillir des grandes salles de réception ou des grandes pièces de vie. Ah oui, également, elle possède à son sommet un corps qui, en plus de donner son nom à la forteresse, enfin je suppose, permet de sonner afin d'alerter toute la vallée. Enfin là dans le film, il n'y a pas un pecno à part des urukai, mais bon, c'est l'idée quoi. Maintenant que vous connaissez cette forteresse comme votre poche, on va pouvoir s'intéresser à ses défauts. Je tiens à dire avant de commencer que j'adore cette forteresse. Je la trouve magnifique, je suis émerveillé à chaque fois que je la vois dans le film. Mais il faut bien reconnaître que d'un œil purement architectural, il y a des trucs qui déconnent quoi. Alors oui, je sais, ni Tolkien, ni les réalisateurs sont experts en architecture militaire, mais moi non plus, Donc tu peux tout de suite effacer ton petit commentaire tout rageux, tout pas content, je vais donner que mon point de vue. C'est bon, on peut y aller ? Bon, déjà, la forteresse, elle est censée être le lieu de refuge de la population, mais elle est méga loin de la capitale, et puis d'ailleurs de n'importe quel village. Autant dire qu'en cas d'attaque, on envoie la population sur des routes déjà infestées de soldats ennemis. C'est pas super sécu, on va dire. Ensuite, je connais pas l'état des finances du Rohan, mais une forteresse, ça demande un minimum d'entretien. Et là, on voit clairement qu'elle tombe en ruine. On va faire l'historien chiant, mais normalement, une forteresse, c'est réparé continuellement, c'est en perpétuelle réparation. On peut pas se permettre de tenir un siège dans un machin qui perd des morceaux. Bon, ça c'était pour les remarques générales. La haute cour présente quelques petits défauts, comme une meurtrière juste au-dessus de l'autre qui sert pas à grand chose, ou alors l'absence de pont-levis qui aurait pu retarder pas mal l'avancée de l'ennemi, mais ça, à la limite, ça reste des détails. Non, moi c'est surtout la basse-cour qui me chagrine. Je saurais pas dire si elle est plus inutile que faible, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est vraiment pas terrible. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Je pense qu'on peut passer sur l'énorme trou au pied des remparts, même Grima avait compris que c'était tout pourrave. Le gouffre de Helm a une faiblesse. Son mur d'enceinte est taillé dans la roche, hormis un petit caniveau à sa base, un peu plus grand qu'un égout. Bon, déjà, pour commencer, il n'y a qu'une seule tour. Niveau organisation de la défense, c'est pas le top. Puis c'est pas comme s'il était centré, elle est juste au pied de la haute cour. Alors d'accord, c'est pas qu'on veut la renforcer juste ici, mais est-ce qu'il fallait pour autant laisser tomber le reste de la muraille? Parce que là, sans tour, je vois pas comment on peut défendre le pied du mur. Ah mais si, je suis con, il y a ça. Regardez-moi cette magnifique avancée maçonnée sur corbeau. Ça, c'est une belle rangée de machicoulis. Et attendez, mais il n'y a pas de trou là. Et machin, tu peux m'agrandir ça s'il te plaît? On est bien d'accord. Du coup, l'avancée sur corbeau, elle sert à quoi? Je vais vous le dire, à rien. C'est de la merde. Et ouais,
Comment ça, je chipote, c'est un détail, ils ont juste oublié de les mettre, mais je veux pas le savoir, mon petit pote. Allez, vire-moi ça. Ce qui nous amène à une question fondamentale, à quoi qu'elle sert la basse-cour? Ouais, voilà. Bah oui, si on y réfléchit bien, normalement la basse-cour, elle est censée protéger la population, sauf que là, les habitants, ils sont partis se planquer ailleurs. Et puis, son deuxième but, c'est normalement d'englober la haute-cour, de la protéger. Or là, ils sont côte à côte, donc faut défendre les deux en même temps, ce qui est carrément une perte d'efficacité. Peut-on donc en conclure qu'elle ne sert à rien? Ouais, carrément même. Et j'irai même plus loin. Moi je pense qu'elle va affaiblir la forteresse tout entière. Déjà, comme on l'a dit, la défendre revient à diviser les troupes en deux, alors que ce serait plus intelligent de bourrer toutes les troupes dans la haute cour, mais le pire c'est qu'on est obligé de la défendre quand même pour pas mettre en danger la haute cour. Je m'explique. Les deux cours communiquent au moins en 3 points différents. Cet escalier qui donne sur des chemins creusés dans la montagne, cette tourelle dans laquelle je suis quasiment sûr il y a un escalier en colimaçon qui rallie l'enceinte extérieure de la haute cour, et même un passage couvert qui passe au pied du rempart. Autrement dit, avec un nombre d'entrées bien visible comme ça, une fois la basse-cour prise, c'est porte ouverte vers la haute cour, et ça met bien mal les défenseurs. Donc au final, plutôt que d'avoir une enceinte qui fait partie de l'organisation en profondeur de la forteresse, on a une sorte d'excroissance qui, en plus d'être inutile et encombrante, met en danger la forteresse tout entière si elle est prise. Dit comme ça donne pas vraiment envie d'aller s'y réfugier. T'y irais, toi? Non, non, jamais. C'est bien ce que je pensais. Je pense que vous l'aurez compris, niveau génie militaire, je suis pas hyper emballé par la forteresse. Elle est bien classe et tout, mais si j'étais roi du Rohan, j'irais pas y planquer ma population avant d'y avoir fait pas mal de réparations et de changements. Mais ce jour n'est pas arrivé! Enfin, si certains ont un avis différent, je serais ravi évidemment de le lire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce nouveau format de vidéo un peu plus léger vous aura plu. Moi, je suis en train de réfléchir pour lui faire un petit frère, donc toute suggestion et toute idée est la bienvenue. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bisous. Non, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui.